Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu étrange puisqu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ce genre de format avec vous, puisque d'habitude je suis en face de vous et on peut discuter, on peut échanger, mais il faut bien continuer le programme, alors c'est parti pour une vidéo histoire. Aujourd'hui nous allons voir un épisode qui pour vous semblera sûrement totalement anodin et qui vous paraîtra tellement lointain. Mais pourtant, c'est un événement qui a vraiment marqué l'histoire de la Troisième République et de la France en règle générale. C'est l'affaire Dreyfus qui s'est passée entre 1894 et 1906. On est parti. Alors, petit rappel du contexte général. On est en 1894, la France est depuis une vingtaine d'années une république, normalement définitivement. On a dit il n'y aura plus de monarchie, il n'y aura plus d'empire, tout ça, c'est terminé. Le Second Empire s'est terminé en... Vous êtes censé le savoir, on l'a vu en cours, et en plus, vous avez fait un contrôle dessus. Donc, comme vous vous souvenez, l'empereur Napoléon III a été capturé à Sedan en 1870, et donc ça a marqué la fin du Second Empire et le début de la Troisième République. Mais la France a perdu une partie de son territoire, l'Alsace et la Moselle, donc la partie est du pays. Voilà, ça c'était pour le contexte général. L'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire, je vous présente les protagonistes. Tout d'abord, Alfred Dreyfus, notre pauvre capitaine de l'armée qui va se retrouver accusé à tort d'espionnage et de trahison contre la France. Alors, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a été la cible de cette attaque, entre guillemets. Alfred Dreyfus est alsacien d'origine et il est juif. En 1894, c'est deux éléments qui ne sont pas du tout appréciés par le reste de la population et encore moins par l'armée. En effet, s'il est alsacien, ça veut dire qu'il parle allemand. Donc discuter avec ses homologues allemands et être un espion, c'est pas un souci pour lui. Deuxièmement, il est juif. En 1894, dans cette période-là, nous sommes dans un moment où le nationalisme, c'est-à-dire le fait de mettre en avant un pays en particulier, c'est-à-dire là pour le coup la France, se développe énormément. Et en parallèle, on a une montée de l'antisémitisme. L'antisémitisme, on en a déjà parlé en cours, c'est le racisme envers la population juive. Donc, notre pauvre capitaine Dreyfus, il a ces deux désavantages pour lui à cette période-là. Notre pauvre Dreyfus, il part avec deux inconvénients majeurs et qui vont précipiter sa chute. Donc, pour remettre un petit peu dans le contexte ce qui s'est passé, nous avons une ambassade allemande en France, puisqu'on est en temps de paix, même si on a perdu la guerre, maintenant tout va bien, on est en temps de paix. Et en fait, il y a une femme de ménage qui est agent double et en fait qui espionne les Allemands pour le compte de la France. Et donc tous les jours, elle ramasse dans les corbeilles à papier, quand elle fait le ménage dans l'ambassade, des documents. Et là, à un moment, paf, elle tombe sur un document qu'on appellera par la suite le bordereau. C'est une lettre manuscrite adressée à un général allemand, un soldat allemand, je sais plus, un général ou un capitaine, c'est pas grave, retenez pas, c'est pas le plus important. Qui donne des informations qui vont être données par la suite par l'armée française à l'armée allemande. En secret en fait, c'est quelqu'un qui trahit la France. Là, paf, l'armée décide de faire une enquête, parce qu'il faut comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, voilà, qui, comment, quand, voilà. On veut savoir. L'enquête va très vite désigner un coupable, désigné d'office on va dire, Dreyfus. Notre pauvre Dreyfus, que je vous disais, il est alsacien, donc il parle allemand, donc pas de problème pour échanger avec les Allemands, et en plus il est juif, donc forcément on ne lui fait pas confiance, puisque l'antisémitisme, ça fait partie de la normalité à cette époque-là. Dreyfus est envoyé devant le tribunal militaire, il n'y a aucune preuve dans le dossier. Des expertises graphologiques, c'est-à-dire l'analyse de l'écriture de Dreyfus ont lieu pour le comparer avec celle de la lettre, ça ne correspond pas. Il n'y a aucun indice qui prouve que Dreyfus est coupable. Mais l'armée, ayant besoin d'un coupable et ne voulant pas chercher non plus trop loin, va décider qu'il a changé volontairement son écriture, il a fait en sorte. Et puis alors là, au niveau justice, on est au top. L'armée va fabriquer de fausses pièces. Ils vont faire des faux en écriture, ils vont fabriquer des pièces complètes pour inculper Dreyfus. Et en plus, alors là, ils vont sortir de leur chapeau ce qu'on appelle un dossier secret, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être dévoilé devant la cour, puisque c'est un dossier secret, c'est-à-dire genre secret d'État 007 quoi.
le top du secret. Et en fait, ces preuves se révéleront plus tard être fausses. Il n'y avait rien dans le dossier. Donc ça a fait pencher la balance du côté de la condamnation de Dreyfus, qui a été condamné donc en 1894 au bagne à perpétuité. C'est-à-dire qu'on l'a envoyé direction la Guyane. Alors pour vous situer la Guyane, vous avez la France qui se situe en Europe. Et vous descendez tac tac en Amérique du Sud, vous avez la Guyane française, qui est un territoire français depuis plusieurs années. Et on y envoie nos petits bagnards, nos petits gens qu'on veut se séparer. Donc il vit tout seul sur une île avec ses geôliers, c'est vraiment la galère pour lui. Sa santé se dégrade très très vite et il risque de mourir. Voilà, mais il clame son innocence. Il a toujours juré son innocence. Et c'est justement parce qu'il clame son innocence en permanence et qu'il n'y a aucune preuve que des écrivains, des journalistes, des politiques vont s'intéresser à son cas, et ça va devenir l'affaire Dreyfus. Une affaire qui va bouleverser la société et qui va vraiment transformer l'univers de la Troisième République. L'idée Dreyfus est envoyé au bagne, mais ce n'est pas tout, c'est un militaire et on va le dégrader de son titre, c'est-à-dire qu'il n'est plus capitaine, on lui enlève tout ce qu'il fait qu'il est un militaire. Ça peut paraître anodin, mais à cette époque-là, être dans l'armée, c'est un véritable honneur, et l'honneur est quelque chose de très important pour la population à cette époque-là. On l'humilie, c'est vraiment la honte suprême de se retrouver ainsi dégradé devant toute la caserne, devant tous ses amis de la caserne. Le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée. Bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres. Je ne... Les journalistes vont commencer à s'intéresser à l'affaire, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, et la famille de Dreyfus, notamment Mathieu Dreyfus, son frère, ainsi que ses avocats, vont tout faire pour faire une révision du procès, car il n'est pas bon, il n'y a pas de preuves, et ils veulent démontrer son innocence. Pour cela, ils vont devoir faire une contre-enquête, et cette enquête va démontrer que Dreyfus est innocent. Et en plus, on va trouver le véritable coupable, qui s'appelle Esterhazy. Je ne rentre pas dans les détails, c'est pas le plus important, mais au final, cet homme est un traître, c'est lui qui a envoyé les informations aux Allemands, et il va être innocenté par le tribunal de guerre. Vous entendez bien, il va être innocenté, alors que Dreyfus, il est toujours en Guyane, il est toujours au bagne. Finalement, en 1899, on a une réouverture de l'affaire Dreyfus et un nouveau procès a lieu. Alors cette fois, il est toujours reconnu coupable, mais avec des circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'au lieu de partir à vie au bagne en Guyane, il ne fera plus que 10 ans de prison. Voilà, hein, moyen. Sachant qu'il en a déjà fait 5 en Guyane, mais on va dire que c'est comme une prison, c'est pareil. Et au final, c'est un désastre pour l'armée. Ce qui est un scandale. C'est déjà un scandale. Ce qui est important à retenir dans cette affaire, c'est que ça a bouleversé l'opinion publique. Émile Zola, un journaliste et auteur très connu, il a écrit notamment Germinal, L'Assommoir. Voilà, ce sont des... Je sais, la probabilité que vous les ayez lus est limitée, mais ne désespérez pas, vous les verrez peut-être en français. Mais ça n'empêche que c'est un auteur très connu. Ce que ça va changer, c'est qu'il va faire connaître l'histoire de Dreyfus au grand public à travers un article qui va rester célèbre. J'espère que vous en avez déjà entendu parler. Bon, et en plus, il y a eu un film très récemment qui a eu lieu, qui a été fait par Roman Polanski. Donc, ça a pu faire rentrer ça dans votre petite tête. C'est le fameux J'accuse. Monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous non, mais moi si. Demandez Laurent, demandez. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. Frauduleux. Publié dans l'Aurore, journal qui appartient à Clémenceau. Retenez ce nom, il nous sera utile plus tard. Donc voilà.
ce texte, j'accuse, est une lettre ouverte au président de la République pour dénoncer ce que l'armée a fait et maintenir coûte que Dreyfus est innocent et qu'il faut le réhabiliter quoi qu'il arrive. Alors, ça va couper la France en deux. Vous allez avoir d'un côté les Dreyfusards avec les intellectuels, c'est-à-dire les auteurs, les écrivains, les grands penseurs. C'est à ce moment-là que le terme intellectuel d'ailleurs apparaît. Les politiques de gauche, quand je dis gauche, c'est vraiment toute une partie de la vie politique qui veut mettre en avant les droits pour les hommes, pour les citoyens. C'est ceux qui sont pour une république vraiment fraternelle. Et enfin, nous avons les pacifistes, ceux qui sont contre l'armée et qui souhaitent une paix durable en Europe et dans le monde en règle générale. Et de l'autre côté, nous avons les anti-Dreyfusards, c'est-à-dire ceux qui sont contre Dreyfus, qui considèrent que oui, il est coupable, et de toute façon, comme il est juif et alsacien, forcément, il est coupable. De ce côté-là, nous allons trouver les politiques de droite, c'est-à-dire ceux qui sont pour un pouvoir fort de l'État, fort de l'armée. Nous allons aussi retrouver les déçus de la République, c'est-à-dire ceux qui préféraient une monarchie. Et généralement, quand on aime la monarchie, on aime l'armée. Donc voilà, c'est ceux qui sont plutôt en faveur de l'armée qu'on va retrouver dans ce camp-là. Et on va aussi avoir également les catholiques traditionnalistes qui sont évidemment contre les juifs, donc forcément, ça se retrouve. Voilà. Ces débats ne vont pas avoir lieu uniquement à l'Assemblée nationale ou dans des grands lieux, des hauts lieux politiques. Ça se retrouve dans les repas de famille. Vous allez avoir des oppositions franches entre des personnes qui considèrent que Dreyfus est innocent et qu'il faut le libérer, il faut le réhabiliter, et ceux d'une même famille. Donc à table, pendant un repas du dimanche où vous mangez du poulet avec des patates, eh bien on va avoir des gens qui vont presque s'étriper, des familles qui vont se déchirer sur ce sujet. Car au-delà du cas de Dreyfus, du cas du capitaine Dreyfus qui lui-même risque sa vie au final en Guyane, c'est un concept de la société, un concept de vie, c'est-à-dire est-ce que on doit juger une personne pour son appartenance à une religion, pour son appartenance à une communauté régionale. Voilà, c'est vraiment un énorme débat qui apparaît en cette fin du 19e siècle. Bon, Dreyfus est finalement libéré. On lui fait même fait signer une grâce présidentielle qu'il accepte. Il est très fatigué, il est malade, il a juste envie de rentrer chez lui. Et en fait, il va se retrouver seul, car au moment où il accepte cette grâce présidentielle, ses soutiens considèrent qu'il abandonne. Et du coup, il se retrouve un petit peu tout seul, le pauvre, alors que, on peut le comprendre, il a juste envie de retrouver la liberté et de retrouver une vie sereine. Quelles sont les conséquences de tout ça? En 1906, Dreyfus est finalement réhabilité entièrement et réintégré à l'armée. Voilà. On fait comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. L'armée ne s'est pas excusée, l'armée l'a remis à sa place, voilà, hop, terminé. Il est mort, je ne me rappelle plus, je vous mettrai là. Je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Quelles sont les conséquences sur la République et sur la société en règle générale de l'affaire Dreyfus et pourquoi est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? Le fait que l'armée ait dû reconnaître ses torts sans les dire, que Dreyfus ait été innocenté, c'est une victoire pour les républicains qui mettent en avant le fait qu'on ne doit pas considérer que quelqu'un qui n'a pas la religion majoritaire dans le pays, c'est-à-dire qui n'est pas catholique, qui fait partie d'une région qui a été annexée par un pays ennemi, ne doit pas être jugé sans preuve. C'est aussi une victoire politique pour les gauches, ce qu'on appelle le bloc des gauches, qui leur permet de faire passer des lois importantes, et une très importante, on en a déjà parlé en classe, c'est la loi de séparation des églises et de l'État. Je dis bien des églises car ça concerne toutes les religions en France. Quand la loi est votée, ça concerne majoritairement l'église catholique, l'église protestante et le judaïsme et un tout petit peu l'islam. Donc c'est majoritairement pour extraire de la vie politique, de la vie publique, les religions présentes sur le territoire. La loi de séparation des églises et de l'État est votée en 1905, ce qui oblige à la laïcisation de la société. C'est-à-dire que à partir de maintenant, les églises, principalement l'église catholique, ne doit plus intervenir dans la vie politique, dans la vie publique. Et inversement, l'État n'a plus le droit de s'immiscer dans la vie religieuse de la population. Cela confirme quelque chose qui a déjà été mis en place un petit peu plus tôt, qu'on a vu au cours précédent, c'est-à-dire les lois Jules Ferry qui rendaient l'école gratuite, laïque et obligatoire.
il y a bien l'idée de laïque. Donc déjà en 1882, donc bien avant cette affaire, excusez-moi, j'ai le volet qui a claqué, bien avant cette affaire, on mettait de côté la religion qui devait être hors de la vie du citoyen. C'était un choix personnel et pas une obligation. Cette affaire a aussi des conséquences sur l'armée qui perd sa toute puissance. Le fait qu'on voit que l'armée s'est trompée, a été capable de balancer, on va dire, un de ces hommes, juste pour trouver un coupable sans chercher la vérité, ça fait perdre de la crédibilité à l'armée. Et l'État va réduire son budget et le service militaire va être réduit à 2 ans. C'est déjà encore beaucoup. Hein. Vous imaginez vous faire 2 ans de service militaire ? Alors, donc, pour conclure, on va dire que l'affaire Dreyfus est un tournant dans la vie politique française, puisqu'on a une forte montée des gauches, c'est-à-dire des politiques de gauche qui souhaitent une France unie, une France qui soutient tous ses citoyens et qui ne montre pas du doigt certaines personnes juste parce qu'elles n'appartiennent pas à la majorité. L'antisémitisme, malheureusement, ne va pas s'arrêter avec l'affaire Dreyfus. Nous le verrons par la suite. C'est un antisémitisme qui va monter en progression et qui atteindra son sommet pendant la période du régime de Vichy dans les années 40. On verra ça la prochaine fois. Mais malheureusement, on n'en a pas fini avec le racisme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse réécouter cette vidéo pour pouvoir répondre aux différentes questions que je vous ai envoyées par mail. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez par message privé sur la chaîne YouTube ou par mail. Je vous remets mon mail en barre d'infos. Je vous souhaite bon courage. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps d'écouter. Ah oui, je vous remets aussi en barre d'infos une vidéo que j'ai trouvée qui résume très bien l'affaire Dreyfus. Je m'en suis énormément inspirée. Mais elle est très bien faite. Ça a été fait sur Arte. Donc voilà, je vous la mets. N'hésitez pas à aller voir. Prenez le temps de lire aussi. Je sais, vous aimez pas, mais prenez le temps. Ça vous fera du bien en cette période de confinement. Et pour ceux qui travaillent, je vous souhaite un bon courage. Faites attention à vous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain cours en vidéo.